De plus en plus de personnes ont recours à des coachs de vie pour atteindre leurs objectifs. Que ce soit en couple, en famille ou au travail, les coachs de vie nous proposent des solutions à tous nos problèmes, mythes ou réalités. Parce que même si cette profession a du respect, elle est très souvent controversée. Alors, qu'est-ce qu'un coach de vie en réalité? Quelles sont les missions d'un coach de vie et pourquoi choisir un coach de vie? Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Votre émission Les Femmes d'ici commence tout de suite avec les coachs de vie. Bonjour, bienvenue dans votre émission Les Femmes d'ici, votre rendez-vous 100% franc-parler et 100% féminin. Comme tous les jours, je suis avec mes belles dames. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Très bien. J'aime bien ta tenue, Anan. C'est quoi? Écoute, merci beaucoup. C'est une DOP, c'est une matière, enfin un tissu camerounais. Et que j'aime beaucoup. Je trouve que ça vient, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de porter. Ouais. C'est un peu moins connu. Ouais, ça te va très bien. Merci. Très joli. Alors, dis-nous. Le sujet du jour, comme tu le disais, Kadi, c'est les coachs de vie. Ces coachs de vie dont on entend de plus en plus parler. Ouais. Alors, à la base, c'est vrai que c'était un métier qu'on va dire qu'on a tendance à penser occidental, mais ça commence à prendre de l'ampleur sous nos tropiques, en Afrique notamment. Alors, vous pensez quoi des coachs de vie, personnellement? Personnellement, je ne crois pas vraiment au coach en fait. Moi, je peux être coach de vie aussi. Mais c'est ça, je suis d'accord. C'est ça le truc. Je me dis que, en fait, tout le monde peut donner des conseils basés sur son parcours de vie, sur son expérience et tout et tout. Il faut se documenter et voilà. Donc, on n'a pas besoin d'aller chez quelqu'un qui n'a pas forcément vécu ce qu'on a vécu pour nous donner qui n'a pas forcément notre personnalité pour nous donner des conseils. Ouais, ce que je veux dire. Donc, moi, je respecte bien ce travail-là, mais exactement. Et moi, je suis un peu d'avis avec toi, Kadi, parce qu'après, je trouve que, surtout quand on parle de coach de vie, je trouve que c'est trop vague. Ça doit être un peu plus spécifique. Par exemple, moi, ça ne me dérange pas. Si j'ai un but ou bien si j'ai un objectif à atteindre, je vais voir un coach, vraiment un coach de sport. Vraiment, c'est pour ma ligne. Si je veux, c'est-à-dire épargner, je vais avoir un coach financier. Si je veux faire vraiment des trucs précis, et je sais qu'on a des objectifs précis à atteindre. Mais dire coach de vie, on est en train de vivre nos vies chacun. Comment toi, je vais me dire comment vivre la mienne, au fait. Je suis absolument d'accord. Alors moi, de base, je suis quelqu'un de sceptique. Je pense que c'est la journaliste en moi. Je suis toujours en train de regarder un peu avec un œil dubitatif. Hein, mais est-ce que finalement, c'est qui cette personne qui a l'autorité de me dire ce que je dois faire, comment le faire? Mais je pense que ça a son utilité, effectivement. Ça dépend de la personnalité de celui qui va consulter. Un coach de vie, il y a des personnes qui ont besoin d'être guidées, qui ont besoin d'avoir un petit sorte de faisceau qui leur permettent d'avancer dans la vie, de faire des choix. Et dans ce cas-là, ça peut avoir du sens. Mais personnellement, effectivement, j'en vois pas l'intérêt pour moi. Voilà. Écoutez, comme d'habitude, on pose la question et on la porte sur la place publique. Et on a posé la question aux Ivoiriens. Savez-vous ce qu'est un coach de vie? On écoute leur réponse dans ce micro-trottoir. C'est une personne qui nous aide dans certains domaines de nos vies. Comme on le dit, on apprend et pour pouvoir, comment dirais-je, pour pouvoir mieux appréhender la vie. Par exemple, pour une personne qui veut travailler, elle a besoin d'un coach pour l'orienter dans ses choix. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Le coach de vie, c'est celui-là même, la personne même qu'on désigne, qui nous donne des conseils au niveau social, qui dirait dans nos rapports en couple, dans nos rapports dans le travail, encore beaucoup de choses. Il donne beaucoup de conseils en tout cas dans ce sens-là. Non, je n'ai jamais entendu parler de ce métier. J'ai vaguement une idée. Je sais qu'un coach de vie, c'est quelqu'un qui donne ce qu'on appelle des conseils, hein, qui aide les gens à aller de l'avant par rapport à une situation bien donnée, par rapport à leur vie. Non, je ne connais pas. Pour le moment, je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est un intermédiaire entre quelqu'un et quelqu'un.
Bon, ben voilà, j'adore le dernier. Quelqu'un et quelqu'un. C'est l'intermédiaire entre quelqu'un et quelqu'un. Parfois, les gens ne savent pas, mais ils, ils se disent non, je vais quand même dire quelque chose. Ouais. Il dit c'est celui-là même qui est désigné. Qui est désigné par je pense qui? que les gens n'ont pas forcément... peut-être que c'est pas vraiment dans nos cultures, c'est pas vraiment dans notre, pas complètement intégré, éducation d'aller voir quelqu'un pour... Voilà, c'est plutôt occidental en fait. Ouais. Parce que je trouve que les gens aiment donner les conseils ici. Que tu le veuilles ou non, tu trouveras quelqu'un pour te donner des conseils. Donc, tu n'as pas besoin d'aller consulter, de le payer en plus. C'est vrai que les conseils, tu les demandes pas, mais c'est vrai que c'est un peu plus un rapport au droit d'aînesse, limite. Exactement, ils se sentent obligés. Tes aînés qui te donnent des conseils, mais pas forcément un professionnel. D'accord. Alors, on va en parler maintenant. On va en parler en long et en large avec notre coach de vie. Il est notre invité de ce jour, Monsieur Alain Anzara. Il est coach de vie, conférencier international. Bienvenue. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alain, vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Ça va très bien. J'aime bien vos pins que vous avez mis là. Ouais. Merci. C'est un sens particulier? Oui, c'est un sens particulier. Big, il faut toujours penser grand. Ah, d'accord. Soit grand. Et puis on est une étoile, parce qu'on est unique en fait. Il a commencé son coaching en même temps. La motivation, c'est ça. Alors juste avant de mettre les pieds dans le plat, on va quand même regarder un petit reportage qui a été fait par Sheikh Bleu, qui va justement nous dire qui sont ces fameux coachs personnels. Regardez. Surménage professionnel, anxiété vis-à-vis de l'avenir, incapacité à prendre des décisions sans angoisser, fatigue morale. Des émotions et états d'esprit auxquels nous sommes tous confrontés de temps à autre. Faire du yoga, méditer, écouter de la musique ou pratiquer un sport, autant de pratiques conseillées pour faire face à ces défis quotidiens et éviter le burn-out. Plus récemment, rendre visite à un coach de vie s'est ajouté à la liste. Rokia Koulibaly, étudiante, a rendez-vous ce matin avec sa coach Awa Blanche pour une séance, la 6e en à peine quelques mois. Sujette à un manque d'estime d'elle-même depuis l'adolescence, c'est sur conseil d'une amie qu'elle décide de consulter cette guide d'un nouveau genre pour une raison bien particulière. Le coach, c'est quelqu'un qui ne juge pas. C'est quelqu'un à qui on explique son problème, qui ne juge pas mais qui nous écoute et qui nous aide à trouver les solutions nous-mêmes. Or, le parent, il te juge, l'ami te juge. Ça fait que tu ne peux pas aller en profondeur, tu ne peux pas aller au fond du sujet ou même du problème. Or, avec le coach, on est détendu, à l'aise, on s'exprime normalement. Le coach nous permet de voir au-delà de nos capacités. Accompagner les personnes vers la recherche de solutions à leurs problèmes, les aider à identifier des objectifs personnels ou professionnels, puis les atteindre, voici la mission de Coach Blanche. La plupart du temps, les coachés qu'on reçoit sont des personnes qui souffrent de manque de confiance en soi et parfois qui souffrent de blessures intérieures. Moi, dans mon cas personnel, ce sont des personnes qui souffrent de blessures intérieures, qui culpabilisent par rapport à des faits qui se sont déroulés dans leur vie et qui ont l'impression de ne pas pouvoir progresser à cause d'événements récurrents, d'échecs récurrents. Le métier est encore méconnu en Côte d'Ivoire. Beaucoup se permettent de le pratiquer sans pour autant avoir les qualifications requises. Des détails peuvent aider à reconnaître les professionnels du métier tout de même, comme l'explique Blanche. Un véritable coach professionnel, c'est celui-là qui respecte une certaine méthodologie. Et de par le procédé de communication, on sent déjà s'il respecte la méthodologie ou pas. Parce qu'un coach ne donne pas de conseils. Donc quand on regarde quelqu'un qui commence à dire « il faut que tu fasses ceci, il faut que tu portes cela, il faut que tu… » Quand une personne commence à relayer un gros lot de « il faut que », automatiquement on sait que ce n'est pas un coach. Soucieux de professionnaliser ce secteur, une association a été créée en 2019 regroupant une 50aine d'acteurs. Un code d'éthique et de déontologie a même été établi pour éviter les abus. Cette association permet également d'organiser la profession de coach, permet également de faire la promotion sur l'activité de coach parce que c'est très peu connu. Beaucoup de personnes s'auto-proclament coach, n'ont pas les outils. Il existe des outils pour accompagner des coachés. Donc faisons la promotion de ces outils-là. Nous aidons également à certifier ou à faire certifier les personnes qui veulent être certifiées ou à aider les personnes qui veulent être formées à l'être aussi. Ça va nous permettre, en tant que coach ou coach professionnel, d'organiser l'environnement, d'assainir le monde du coaching. De par sa méthodologie, le coach de vie se différencie tout de même du psychologue ou du psychiatre.
Néanmoins, l'objectif reste assez similaire. Apporter à des personnes en quête d'une plus grande santé mentale et d'équilibre dans leur vie les clés pour y parvenir. Alors, Alain, on a entendu une de vos consoeurs, si on peut l'appeler comme ça, dans ce reportage. Oui. Voilà, exactement, et un de vos confrères. Mais elle a dit quelque chose que j'ai retenu. Elle a en quelque sorte cassé une sorte d'idée reçue, c'est qu'un coach ne donne pas de conseils. Oui, pas de il faut que. Il est clair qu'il ne faut pas confondre un coach et un cabinet de conseil ou un consultant. C'est deux choses différentes. Le coach, c'est un accompagnateur au changement. Donc, qui va vous aider justement à rentrer au fond de vous-même. Vous-même, vous allez déceler ce que vous souhaitez, où vous voulez aller. Et justement, avec des outils qui sont prouvés, qui s'inspirent de la psychologie humaniste, vont vous permettre de trouver vos propres solutions. C'est tout. Ce n'est pas quelqu'un qui vient vous dire « non, aujourd'hui tu fais ci ». Non. Lui, on met dans le consulting. Après, ça peut être dans d'autres domaines. Mais quand on parle de coaching, c'est juste vous accompagner. Il ne marche pas dans vos pas, il ne marche pas à vos places. Mais il vous accompagne. Et comment est-ce qu'on devient coach de vie? Alors, je vais prendre mon cas personnel. Je pense qu'il y a des prédispositions en tant qu'être humain qu'on devrait avoir pour faire telle ou telle chose. D'ailleurs, ce qui est reconnu des coachs, j'ai dit des qualités de coach, on a l'empathie, on a la capacité d'écouter, on a la capacité de se substituer aux autres, on a l'amour pour soi et pour les autres, au point où, dans plusieurs aspects de la vie, on est capable de s'oublier pour les autres. Et c'est des choses que très souvent, l'école ne va pas nous apprendre. Donc c'est la vie qui va t'apprendre. Et dans ton environnement, tu es très souvent sollicité. Tout à l'heure, vous avez parlé de conseils et autres. Dans ton environnement, tu es sollicité quand on a besoin de ceci, quand on a besoin de lui, là, il a des conseils, il peut te donner. Et plus tu avances, moi, dans mon cas, je ne savais même pas qu'il existait un métier qu'on appelait coach ou coaching, non. Mais ceux qui ont grandi avec moi, ceux qui sont allés à l'école avec moi, ont eu toujours recours à moi pour des conseils. Pas parce que j'étais le gars le plus sage, mais ce qui sortait de ma bouche pouvait les aider. Donc c'était limite une capacité un peu naturelle, innée. Alors, moi, je pense que... Alors, si on parle d'inné, je pense que mon environnement a conditionné cela, mon vécu a conditionné cela. Et souvent, je dis aux gens, moi, j'ai vécu une enfance assez difficile, qui m'a permis de tirer des leçons de la vie assez tôt. Assez tôt, j'ai beaucoup souffert de mon enfance. Et je suis pardonné rapidement, je ne sais même pas pourquoi. Des fois, je n'arrive pas à expliquer. Et quand tu vis comme ça, arrivé à un certain moment, il y a une forme de sagesse qui habite en toi, où tu comprends les gens facilement, tu peux pleurer à la place des gens. Et quand tu as ces qualités-là, tout ce qu'il faut rajouter, c'est des outils qui ont été développés par des psychologues, voilà, par des dévanciers. Et encore, il ne faut pas oublier qu'en tant que personne, nous sommes capables de développer nos propres outils. Oui. Et ça, c'est important. C'est comme un professeur de finance qui, arrivé à un moment, arrive à trouver une façon plus rapide de calculer soit telle valeur ou telle chose. Donc, pourtant, il y a des choses qui sont réglementées, mais il te dit non, tu peux prendre cette voie-là pour y aller le plus rapidement possible. Donc, tu arrives à développer des outils. Et dans ces outils-là, tu vas mettre le coaché et il va être à l'aise. Donc, le coach va créer un environnement dans lequel le coaché ou les coachés vont être à l'aise pour vivre leur vie tranquillement. En parlant de coacher et de toutes ces personnes qui viennent vers vous, pour quel type de problème? Parce qu'on voit de plus en plus des gens sollicitent les coachs, et donc pour quel type de problème ils viennent vers vous? Alors, d'accord. Moi, déjà, même, je veux, avant de répondre à votre question, je vais venir rapidement passer de la genèse du coaching jusqu'à aujourd'hui. Alors, quand on parle de coach, il faut savoir que ce qui existait avant, c'était les coachs sportifs. Leur mission, c'était de permettre aux équipes d'être performantes. Donc, on performe, on va gagner, on va les faire avoir des titres. Mais jamais le coach va jouer au foot. Là, justement, il va créer l'environnement, il va permettre aux joueurs de savoir se passer les balles, à quel moment il faut faire la passe en profondeur, à quel moment il faut parler, il ne faut pas parler, quelles dispositions prendre. Et après, je dis, le mouvement des coachs sportifs s'est développé, c'est arrivé dans les coachs d'entreprise, comme on appelle executive coach. Et parce que, justement, on voyait que les entreprises avaient besoin d'être performantes.
Voilà, donc elles visaient les mêmes objectifs, sinon les mêmes résultats que les équipes de foot ou de basket et autres. Et donc, on a commencé à parler de performance d'entreprise et on a vu que la performance était liée au leadership. Donc, des thématiques comme ça se sont développées dans le coaching d'entreprise. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est des hommes qui travaillent dans l'entreprise. Donc, arrivé un moment, individuellement, elles vont avoir recours à des coachs de vie. C'est des coachs personnels. Donc, on dit soit coach de vie ou coach personnel. Et ces derniers-là vont agir dans 5 domaines de l'individu. Donc, on a le domaine personnel, le domaine professionnel, le domaine lié à l'épanouissement, le domaine social et la vie de couple. C'est ce qu'on voit beaucoup d'ailleurs. Mais justement, qui se rattache à l'individu. Quand on va rentrer dans le groupe, on va voir ce qui va permettre à ce groupe-là, au sein d'une entreprise ou bien au sein d'une famille, pourquoi pas, d'avancer ensemble. Donc, si les gens, justement, individuellement, sont bien, normalement, en équipe, on n'a pas besoin de faire trop d'efforts. Le problème aujourd'hui en Afrique, c'est que les gens ne sont pas bien individuellement. Voilà. Tu les mets en groupe et c'est encore plus de problèmes. Et on n'en parle pas assez de la nécessité d'être développé, entre guillemets, individuellement. Ben oui, on est là, il faut qu'on en parle parce que je pense que si on en parle, on fait la lumière là-dessus, les gens vont comprendre ce que c'est que le coaching, qui se différencie du consultant, voilà, des formateurs, parce que moi je suis coach formateur. Quand par exemple je fais une formation sur la finance, mais je ne suis pas un coach à ce moment-là parce que je vais dire aux gens, oui, écoutez, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais si là, les gens se disent, ah, mais on a sollicité le coach et qui vient parler de ça, eux, ils n'ont pas compris le message. D'accord. Alors, un coach doit être spécialisé, donc, dans un domaine. Alors, ou alors, on peut être non, être tout, c'est... Je dis, vous voyez, les domaines de la vie sont liés. Sont liés. Sont liés. Quand on arrive à faire en sorte qu'une personne s'aime elle-même déjà, c'est facile pour cette personne-là de trouver des solutions dans tous les domaines de sa vie. C'est facile pour cette personne de pardonner parce qu'elle va se pardonner elle-même avant de s'aimer. Quand on arrive à aider une personne à avoir confiance en elle, ça sera facile pour elle d'avoir confiance en une autre personne. C'est clair, en fait. Donc, on se spécialise à arriver à un moment quand on se sent attiré vers ce domaine-là. Moi, aujourd'hui, je me spécialise en coaching d'entreprise. D'accord. Parce que je travaille beaucoup dans ce domaine-là et ça me parle. Ça me parle beaucoup. Je vois que je travaille sur des groupes, je travaille sur des managers. Pourquoi? Parce que ces derniers-là, s'ils performent, ils vont créer beaucoup d'emplois. Et c'est mes petits frères qui vont travailler. C'est la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique qui se développe. Et moi, je suis dans ça. Je suis dans le développement. Donc, je suis axé sur ce coaching aujourd'hui qui m'intéresse de plus en plus parce que je peux avoir un impact, je dis, qui touche un grand nombre de personnes. Que de prendre les gens individuellement. Alors, une question quant à la distinction entre un psy et un coach. Parce qu'encore une fois, là, il peut y avoir peut-être limite des petits terrains communs, mais c'est 2 fonctions et 2 métiers complètement différents. À quel moment est-ce qu'on sait qu'on doit aller voir un coach et pas un psy, ou un psy et pas un coach? D'accord. Vous voyez, le coach, pour démarrer, avec le coaché, il y a une question. Il va se dire, au moment où on se dit, mais comment est-ce que j'aide ce dernier ou bien comment j'arrive à l'aider de sorte qu'il puisse progresser. Donc, nous, on est dans le comment. Donc, franchement, on s'en fout du passé. Le coach, il s'en fout du passé. Il ne va pas l'épuiser dans... C'est vrai que ça peut arriver qu'en racontant ton histoire, avec, avec beaucoup d'écoute, il peut se dire, OK, ça, la source du problème, c'est là. Mais il ne va pas l'épuiser pour dire, non, ce n'est pas notre travail, ça, c'est le travail des psys. Voilà. Nous, on est dans le comment. Le psy est dans le pourquoi. Pourquoi ça ne va pas chez toi? Nous, on est dans le comment ça devrait aller. Donc ça peut être complémentaire. Ça peut être complémentaire. Oui, mais c'est clair, parce que dans tous les cas, ça peut être complémentaire. Peut-être l'autre peut commencer, celui-là va terminer. Voilà. Mais nous, on n'est pas dans le pourquoi, on ne cherche pas à victimiser qui que ce soit. Mais le psy, il a les compétences pour. Donc, il est dans le pourquoi, il va puiser. Nous, on ne puise pas, on est dans la performance. OK, tu veux faire quoi? Tu vas atteindre quel objectif? Tu vas aller où? Il dit, OK, moi, aujourd'hui, je vais aller là. OK, d'accord. Et... on trace un programme, je dis, après justement s'être entendu sur un certain nombre de choses, et puis on démarre le coaching. Voilà. Mais le SPI, c'est un peu plus médical aussi. C'est si tu as la dépression, c'est un peu plus poussé que le coach. Donc on dira ça. Mais après, moi aussi, j'aimerais bien savoir vraiment en termes de grille tarifaire. Comment est-ce que vous chargez, ou bien quels sont les prix que vous donnez à vos clients? Et puis surtout,
Quels sont, par exemple, le minimum, le maximum? Quels sont le type de personnes aussi qui viennent vers vous pour ce genre de coaching? OK, c'est intéressant de parler de prix parce que je pense que le facteur prix a sans doute découragé des coachés et même des coachs. Parce que dans le coaching, l'une des valeurs les plus importantes aussi du coach, c'est l'argent. Parce qu'on est conscient que l'argent est très, très important. Alors, quand on rentre qu'on est dans une association, forcément, il y a des règles de déontologie. Donc, l'association peut avoir des minima et des maxima en fonction de quel type de coaching et autres. Mais l'association est en train de se mettre en place maintenant. Du coup, je ne pourrais pas dire ce que l'association a prévu. Je vais parler de moi, mon cas. Ce qui est prévu, c'est qu'au départ, quand j'arrivais, voilà, je ne savais même pas comment j'allais fixer mon prix. Donc, après les formations en ligne, ça et là, j'ai compris que je devais tenir compte d'un certain nombre de choses. Donc, j'ai démarré avec des 10 000. J'ai fait des séances de coaching à 10 000 heures ou 2 heures, ou la séance Je sais que ça marchait bien. Au début, ce qui est là, c'est qu'on a constamment envie de rendre service. Parce que c'est quelque chose... Comme vous l'avez dit, il y a de l'empathie, en fait. C'est un truc un peu... Personne ne t'explique son problème sans que tu te représentes en elle et autres. Et donc, tu as envie de l'accompagner. Tu as envie d'être là, de voir la personne réussir. Et quand elle réussit, c'est plus que 10 000. Mais franchement, c'est là que le coach trouve sa satisfaction. En tout cas, je pense que c'est dans voir les gens sourire. Et se sentir bien. Beau, finalement. Tranquille. C'est trop beau. Mais bien sûr, pour ceux en tout cas qui se sont déjà fait accompagner par moi, ils savent, moi, je suis ce gars qui a tout le temps envie de voir les gens être bien. Et à la fin de la journée, c'est ce qui te fait grandir en tant que coach. Alors, Alain, donc de 10 000, il n'a qu'à... Voilà, je vais répondre à sa question. Oui, vous allez répondre à la question tout de suite parce qu'on va mettre une petite page pub et on se retrouve juste après, d'accord? Mesdames et messieurs, vous ne bougez pas, on se retrouve après la page pub. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau des femmes d'ici. On parle de coach de vie, de coach personnel. C'est ces professionnels qui vous aident à prendre des décisions, à trouver un équilibre dans votre vie. Enfin, à pas mal de choses différentes. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité Alain Anzara. Alors Alain, juste avant la page pub, vous nous parliez donc des grilles tarifaires, des prix par lesquels vous aviez commencé et aujourd'hui qui ont dû évoluer. Justement, aujourd'hui, je me suis arrêté pour les coachings de vie, on va dire coaching personnel. Moi, je suis à 65 000 la séance. Et la séance ne dure pas plus de 2 heures. Donc, on a 1 heure ou 2 heures. Normalement, c'est 1 heure. Et pour un coaching complet, on est à 10 séances. Qu'on peut repartir jusqu'à 3 mois. Ça fait 650 000. Voilà, et on repart. Mais c'est un investissement. C'est le calcul pour les autres. Comme la thérapie d'ailleurs. Bien sûr, c'est une école. Et puis je pense qu'on devrait mettre plus d'argent dans ce qui nous permet de nous développer nous-mêmes. On est prêt à acheter un vêtement, on est prêt à acheter, de se faire un bon plan dans tel hôtel, tel hôtel. Mais quand on parle de nous, on a l'impression que c'est trop cher. Oui, mais alors culturellement, j'imagine que c'est d'autant plus difficile dans nos pays où effectivement on voit peut-être moins ça comme une priorité. On se dit peut-être qu'on a d'autres problèmes plus importants que de se soucier du développement personnel. C'est quelque chose qui finalement vient d'ailleurs. Enfin, en quelque sorte, le métier n'est pas forcément, n'a pas grandi ou n'a pas commencé. La genèse du métier ne s'est pas faite en Afrique. Donc est-ce que vous n'avez pas un petit peu une... Oui, bon, d'accord. Est-ce que... Moi, je dis toujours c'est une question de positionnement. C'est une question de positionnement. Et quand on fait partie d'une organisation qui se veut structurée, qui se veut professionnelle, cette organisation-là va mettre des balises. Dit, voilà tout ce qu'on fait. À chacun de se vendre. Et on se vend en fonction du feedback de ceux qu'on a déjà coachés. De retour, ah, mais j'ai eu lui là, franchement, aujourd'hui, je suis là. Je suis là. Et avec ses confrères même, comment est-ce qu'on se comporte et qui on est, qu'est-ce qu'on représente, tout ça fait qu'on arrive à valider le prix qui est suggéré par, on va dire, la confrérie. Bon, voilà, par le groupe, par l'autre association. Maintenant, dire que le métier du coach ou bien le coaching n'est pas né ici, moi je dis souvent non. Sauf qu'on n'appelait pas ça coaching. On a eu des accompagnateurs chacun dans nos familles qui ne donnaient pas forcément des conseils. Mais moi, je ne les connais pas. Ils donnent des conseils. Les familles, ils donnent beaucoup de conseils. Les témoins de mariage, là, ils sont là, Voilà, ils ne prennent pas parti. C'est vrai. Ils accompagnent. Mais
Et pourquoi ça se passait comme ça? On était dans des environnements où l'enfant de Z, c'était aussi l'enfant d'Y. Oui. Et l'enfant qui naît dans un village, c'est l'enfant de tout le monde. Donc, des fois, c'est pas qu'on frappait l'enfant, mais on essayait de voir pourquoi il agissait comme ça. Et puis, voilà, on l'écoutait, on disait, ah, mais moi, j'ai fait ceci. Et puis, l'enfant puisait. Maintenant, aujourd'hui, on est dans un monde qui est très compétitif. On est quitté dans le coopératif, où là où on mettait tout ensemble, on était organisé, c'était bien. On est dans le compétitif où chacun veut montrer ce qu'il sait faire. Chacun veut qu'on parle de lui, chacun veut qu'on mette les projecteurs là-dessus. Arrivé à ce moment-là, chacun sent le désir, le besoin de se faire accompagner pour être plus fort que les autres. C'est pour cela que quelqu'un va se dire, OK, moi, je vais me payer un Tony Robbins qui a des millions. Et voilà, l'autre va se dire, bon, moi, je n'ai pas les millions, peut-être que je vais me faire accompagner par Léa Zara. Et voilà. Donc, je dis, c'est le monde qui a évolué, c'est le monde qui a changé, qui fait qu'aujourd'hui, justement, il y a un besoin. Parce qu'on est dans la compétition incessante, même en entreprise. Alors, moi, ce n'est pas une question, mais c'est surtout avoir votre avis. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de coachs, et surtout des coachs matrimoniaux, parce que j'ai l'impression que tout le monde a besoin de conseils dans son couple. Je ne sais pas si c'est ce qui marche le plus, mais on voit beaucoup de personnes qui s'érigent en coach du jour au lendemain. Qu'est-ce que vous pensez de ces personnes-là? Alors, moi, je pense que c'est un fait normal. Ah ouais? C'est un fait normal. Je reviens encore, je vais justifier. Vous savez, avant, on disait que l'information était la marchandise des rois. C'est-à-dire, elle était très importante, elle était précieuse, gardée jalousement. Exclusive. Exclusive. Ouais. Et les rois se payaient des gens pour avoir les informations. C'est vrai. Et quand Internet est arrivé, ça a tout explosé. Aujourd'hui, l'information, elle est disponible, elle est accessible partout et par tout le monde. Donc, quand quelqu'un sent à côté de lui une personne qui a des problèmes, elle peut avoir du mal pour cette personne-là. Et tout de suite, elle va mettre, on va dire, ses compétences ou bien ce qu'elle sait dans ce domaine. Elle va lui dire, ah, mais ma soeur fait ci, ou mon frère, regarde, ceci, cela. Est-ce que c'est normal? Non, j'arrive. Hein. Je dis, ça, c'est pas du coaching. Parce que, justement, on ne donne pas de conseils. Voilà, c'est pas du coaching. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup d'amalgames. Il y a beaucoup de, voilà, les gens ne comprennent pas. Sinon, si on comprend, dès que quelqu'un démarre, on sait que ce n'est pas un coach. Il est soit un consultant matrimonial, oui, ça existe. Il y a des gens qui le font. Voilà, qui ont des trucs, ils viennent. Mais le coaching, ce n'est pas ça. Donc, ça existe sur Internet parce qu'aujourd'hui, on voit que de plus en plus de personnes, justement, ont des problèmes de couple. Donc, quand il y a un besoin quelque part, la nature même crée cela. Il faut que ce besoin soit comblé. Donc, il y a des gens qui sont là aujourd'hui qui n'ont pas forcément de travail, ils cherchent, ils ne trouvent pas. Donc, quelque part, moi, je dis, bon, en attendant, je fais ça. En attendant, je deviens ci. Et je dis, maintenant, c'est à vous qui sollicitez les coachs de comprendre comment moi, j'arrive à trouver le bon coach. C'est quoi un bon coach? Donc, c'est à vous d'être curieux. C'est à vous d'être curieux, ce n'est pas au coach. Il y en a qui cherchent que leur argent et il y en a qui cherchent à voir les gens grandir. Et si vous ne faites pas attention, mais votre argent, il part, en fait. Mais après, c'est cet esprit de discernement qui n'est pas tout le temps facile à trouver, surtout sur le net, quand tout le monde se dit coach. Et après, le deuxième souci que moi j'ai souvent, quand on parle de coach et d'outils que les gens vont mettre à votre disposition, la plupart du temps, avec un peu de recherche, si tu es quelqu'un de vraiment assez déterminé, qui veut toi-même te développer, tu les trouves facilement, parce que tout est disponible sur le net, tu vois les différents outils que les gens mettent à leur disposition. Donc, à quel moment faut-il décider si est-ce que je peux le faire moi-même et vraiment m'y mettre et mettre mon temps, ou bien aller vers un coach qui va maintenant mettre ces outils à ma disposition? Comment est-ce que vous voyez ça? La finalité du coach, c'est de faire en sorte que le coaché soit indépendant, autonome. Ah, mais franchement, c'est... Parce que c'est un poids de savoir que la personne n'y arrive pas, tu ne dors pas. Moi, je ne dors pas quand je coach quelqu'un parce que je sens. Voilà, donc c'est d'arriver à faire en sorte qu'on soit détaché. Donc c'est ce qu'on poursuit tout le temps. Si je trouve dans mon environnement des gens qui peuvent chercher, qui peuvent apprendre, parce que moi, je l'ai fait seul. Et après, j'ai été curieux. Je suis allé chercher ailleurs. Donc, je n'ai jamais eu quelqu'un, je n'ai jamais été dans une école. Et je soutiens cela jusqu'à aujourd'hui. Dans ce monde. On n'est pas obligé de suivre une voie pour dire qu'on va... Voilà. Mais on en reparlera sûrement quand on va parler certification et autres. Je vais donner mon avis là-dessus. Donc, si dans mon environnement, j'ai 1 million de personnes qui sont autonomes, mais vous savez à quelle vitesse on va aller vite? Mais on va aller super vite. Ce n'est pas l'objectif du coach de faire en sorte que les gens soient attachés à lui. En tout cas, le coach professionnel, pour moi,
Ce n'est pas son objectif, ce n'est pas sa vision. Donc, à quel moment est-ce que je dois aller solliciter quelqu'un? Mais je pense que c'est personnel, c'est une question personnelle. Parce que moi-même, aujourd'hui, je fais des formations en ligne. Oui, parce que je veux voir les outils que d'autres utilisent. C'est vrai, j'ai des outils, j'ai appris d'autres outils, mais il faut être toujours dans la chose pour performer. Parce qu'on a un besoin de performance, nous aussi. On a un besoin de grandir, de savoir que j'ai découvert un nouvel outil qui me permet de faire ci. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme vous. Même à la télé, vous avez besoin aussi de gravir des échelons ou bien de savoir qu'aujourd'hui, je parle plus comme ça que comme ça. Donc, chacun doit faire ses propres recherches, comme Afou l'a dit, pour comprendre un sujet, pour aller loin dans un sujet. Donc à la fois se dit j'attends tout de X ou Z. Non, même pas. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué des grandes stars du coaching et de tout ce qui est motivation et conversation autour de la motivation, comme Tony Robbins, d'accord, qui, il me semble, n'a plus la même réputation qu'il avait autrefois. Beaucoup de personnes le perçoivent comme un charlatan qui a un peu fait beaucoup d'argent sur des mensonges. Après, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux. Je sais que c'est ce que j'ai lu. Justement, est-ce qu'il n'y a pas le risque d'avoir ces personnes qui font beaucoup de partage d'expérience, qui grossissent un peu leurs accomplissements et auxquels, comme on le voit, les personnes qui ont moins de capacité de discernement vont se vouer aveuglément et qui finalement sont là pour l'argent. C'est pas votre cas, mais c'est le cas de beaucoup dans la profession. Est-ce que le code de déontologie est assez fort pour maîtriser ce type de... Normalement, le code de déontologie est assez fort. Et comme je dis, le coaching tel que professionnalisé aujourd'hui, qui arrive dans nos sociétés, ça n'arrive que maintenant. En Côte d'Ivoire, c'est maintenant qu'on a créé une association, ça n'a même pas plus d'un an. Vous voyez? Donc, si je veux revenir au cas de Tony Robbins, il y a les médias. Vous voyez, les médias aujourd'hui mettent les projecteurs sur des individus, je dis encore, sur des individus. Ils deviennent des stars. Et ils deviennent des stars. Et les Américains savent le faire. Voilà. Mais Tony Robbins aussi a son background. Bien sûr. Il y a des gens qu'il a aidés. Il travaille avec des présidents. Et voilà, il y a des retours. Donc, même on a beau porter un masque, tôt ou tard, il tombe. Et dites-vous, moi, ma mère me dit tout le temps que si tu fais quelque chose que tu n'es pas critiqué, rabaissé, c'est que tu ne réussiras pas dans cette chose. Après, est-ce qu'il fait bien, il ne fait pas bien? Ce que moi, je ressens de Tony, c'est qu'il fait bien. Parce qu'il nous a ouvert beaucoup de portes. Aujourd'hui, grâce à lui, moi, je me suis intéressé à la programmation neurolinguistique, la PNL, qui est un outil fantastique qui permet de reprogrammer le cerveau, de voir d'autres approches. Donc, c'est personnel, les critiques qu'on va émettre sur certains coachs. C'est vrai, on en a vu, bon, voilà, qui n'inspirent pas. Mais moi, quand quelqu'un m'inspire, c'est qu'il y a le feeling déjà. C'est ça, en fait. C'est inexplicable. Alors, je vais aller sur un fait un peu concret. Est-ce qu'une personne, par exemple, qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant, par exemple, ou qui est divorcée, peut être coach de personnes mariées, qui a des enfants et tout ça? Est-ce qu'il faut avoir l'expérience? Parce que tu n'as même pas d'abord l'expérience, c'est-à-dire tu ne sais pas ce que c'est que d'être marié, rien du tout, tu ne sais pas ce que c'est qu'élever des enfants, et toi tu es coach de famille, vie de famille, comment faire grandir les enfants. Nous, le problème que nous on a, surtout en Afrique, c'est que nous, on veut expérimenter des choses, on veut voir que oui, tu es là avant que on ne fasse. Non, j'arrive. Bien sûr, je suis d'accord, avant qu'on arrive. Donc, regardez, moi j'étais au CP1 et j'apprenais aux gens à lire au CE1. J'y étais pas. Mais tu es surdoué. Donc ça peut exister. Je dis, arrivé un moment, il y a peut-être des personnes qui arrivé un moment, il faut s'ouvrir. D'accord. Il faut s'ouvrir parce qu'il y a des gens qui ont une sagesse. Il y a un vécu. Avant même qu'on soit marié, il y a un vécu. J'ai vécu mon père, ma mère. J'ai vu comment mon père a pris soin de ma mère. J'ai vu autour de nous comment les couples se sont comportés. Qu'est-ce qui les a divisés. Et je peux tirer ma force de là, même si je ne suis pas marié. Il y a des pasteurs qui ne sont pas mariés, mais ils font de bonnes choses. Il y a des prêtres qui ne se marient pas, ils font de bonnes choses. Ils parlent de marier. Donc, le problème n'est pas est-ce que c'est parce qu'il n'est pas marié qu'il ne peut pas m'aider. C'est peut-être se poser la question de savoir est-ce que c'est la bonne personne qui peut m'aider. Donc, écoutez ce qu'il dit, voir sa façon de travailler. Et je vous dis quelque chose, un coach qui vous prend en coaching, normalement, dès la première séance, vous devez vous sentir envie de bondir, quoi. C'est concret. Il faut qu'il y ait une connexion aussi. Tout de suite. Vous finissez la première séance, vous devez vous sentir excité, en fait. La deuxième séance, c'est quand? Tac, tac. Et c'est des indices qui vous permettent de comprendre que le coach et vous,
il y a quelque chose. Donc ça peut matcher, voilà, on va aller de l'avant. C'est ça, mais ça, c'est le feeling, moi, je trouve. Par exemple, moi, j'ai eu accès à un coach, c'était un coach exécutif pendant mon MBA à Wharton, mais ça, c'était vraiment quelque chose de super précis, on avait des objectifs, et c'est quelqu'un qui avait vraiment de l'expérience dans le domaine précis, dans les finances, dans le développement, et il m'a donné, par exemple, accès à un network, il m'a donné accès à certaines personnes, c'est-à-dire on avait des objectifs précis, c'est pas le feeling, c'est pas juste, il parle super bien, j'ai l'impression que très souvent, c'est des personnes charismatiques, c'est des personnes qui s'expriment bien, c'est des personnes qui presque vous vendent du rêve. Et puis après, à la fin, comme vous l'avez dit, c'est un accompagnement, c'est vous qui devez faire le travail. Donc si c'est plus, vous êtes trop dans les feelings, moi je suis quelqu'un de très objectif, très rationnel. La première des choses, je vais avec mon bic et mon crayon. Qu'est-ce qu'on va faire? Quels sont de 1 à 10? Où est-ce que tu vas m'emmener? Qu'est-ce que tu as vécu? Donc je pense qu'il faut un peu des deux. Il faut le feeling et autres. Mais il faut vraiment l'expérience et quelque chose de rationnel à la fin de cette expérience. La première séance de coaching, justement, c'est ça. C'est les objectifs du coaching. Pourquoi je viens voir un coach? Voilà, je vais arriver à telle étape. On va définir les choses. Je vais préparer un dossier pour dire, la première séance, on va faire ça. Ça va durer tel nombre de temps. La seconde séance, voilà, jusqu'à la 10e séance, voilà les objectifs. Tout est défini dans un document qu'on remet au coaché. Quand il est d'accord, on va signer un contrat où il y a les thèmes, tout dedans. Une fois c'est bon, on démarre la seconde séance. Donc tout ça est défini. Il y a le feeling, je suis d'accord, mais on est pragmatique. Oui, il y a un programme derrière, parce qu'on vient pour un objectif. Alors Alain, je suis désolée de vous couper la parole. On a déjà tellement... Mais c'est trop chic, c'est trop chic en fait. Exactement, le sujet intéressant. Maintenant, on sait, vous restez avec nous, vous ne partez pas. Afou, dans sa chronique Parlons Business, va nous apprendre comment être indépendant nous-mêmes et comment comprendre sa situation personnelle. Tout de suite dans la chronique Parlons Business. Très bien, comme Kady l'a si bien dit, aujourd'hui, dans Parlons Business, nous allons parler d'éducation financière. Et moi, je sais qu'on est en train de parler de coach de vie et bien sûr, il y a beaucoup de coachs financiers. Mais moi, je parlais d'un peu du revers de la médaille, comment il est très important de s'éduquer soi-même et d'essayer d'apprendre. Comme on l'a dit plus tôt, l'information est disponible, ça y est, en ligne, dans les livres. Il y a beaucoup d'ouvrages sur comment épargner, comment investir. Donc, je pense que cet exercice-là d'apprentissage, de faire ses propres erreurs, et c'est vraiment quelque chose qui va aussi toi-même t'aider à être un meilleur financier, à être encore beaucoup plus soigné avec ton argent que, bien sûr, tout le monde gagne à la sueur de son front. Donc, voici quelques petits conseils, malgré que je ne suis pas coach financier, pour vraiment avoir une très bonne éducation financière. La première des choses, la dernière fois, on a parlé d'épargne. Donc là, je vais parler plutôt de placement financier, c'est-à-dire une fois que tu as épargné cet argent, la tendance ici, moi, je dirais, c'est plutôt de garder soit l'argent en banque, soit chez soi, ou bien le plus que les gens font, c'est peut-être des investissements immobiliers, c'est-à-dire on achète un terrain ou on achète une maison. Mais maintenant, avec encore l'évolution de nos marchés financiers, il y a beaucoup plus de possibilités. Maintenant, le problème est vraiment, nous qui sommes dans le domaine, on fait face tout le temps. Le manque encore de connaissances et de savoir sur la chose font que les gens sont très dubitatifs. Ils ne sont pas prêts à investir sur les marchés. Ils ne sont pas prêts à même donner de l'argent à investir dans les compagnies. Et donc, ça fait que le marché, quand même, est assez, disons, pas aussi évolué que dans d'autres milieux. Donc, moi, je me dis, quand tu as cette épargne, c'est de déterminer tes objectifs. Moi, je dis toujours que l'argent assis chez toi ne travaille pas. L'argent doit travailler pour que, bien sûr, vous ajoutez de la plus-value. Et il y a plusieurs manières de le faire. Donc, une fois que vous avez défini ces objectifs, est-ce que vous voulez investir pour vos enfants? Donc ça, s'ils sont encore jeunes, c'est un investissement de 10-15 ans. Est-ce que c'est pour votre épargne? Est-ce que c'est pour la retraite? Ou bien est-ce que vous êtes quelqu'un, disons, un peu comme moi, qui vraiment, j'aime voir mon argent travailler. Donc, je suis toujours en train de voir où est-ce que je peux investir, qu'est-ce que je peux faire et tout ça. Donc, une fois que tu définis ces objectifs-là, c'est de maintenant voir quel type de rentabilité on veut. Et là, je tiens vraiment à préciser que la plupart du temps, quand je vois des trucs où on me dit un taux de gain de 50%, de 60%, ton argent va doubler, il faut déjà te méfier. Il faut avoir peur. Il faut avoir peur. Parce que... C'est quand on va aller trop vite, plus vite que la musique. Exactement. Et donc, il faut quand même faire un peu de benchmarking et de comparer autour de nous-mêmes. Le S&P 500, qui est l'un des marchés les plus évolués, ils sont autour de 15 maximum à 19% par an.
Et donc, c'est ça la moyenne, c'est ça, c'est autour de 10%. Si tu veux un truc même qui est encore plus sécurisé ou bien qui est plus stable, c'est autour de 5%. Donc, dès que quelqu'un commence à vendre du rêve, et je vois ça beaucoup sur les réseaux, oui, il y a des coups de chance. On a ce qu'on appelle des compagnies qui sont des unicornes, c'est-à-dire ceux qui ont payé Facebook il y a 10 ans, bien sûr, leur argent a fait 1000 fois même, si on veut dire. Mais ça, c'est des coups de chance, c'est pas la moyenne. Donc, il faut toujours se rappeler qu'il y a la moyenne et il y a les coups de chance et il ne faut pas suivre tout le monde. Et donc, encore, je reviens sur le message de faire ses propres recherches. La deuxième chose, et que je veux vraiment encourager, c'est épargner ici en Afrique. Maintenant, on a par exemple la BRVM, c'est la Bourse régionale des valeurs mobilières, ici en Côte d'Ivoire, et puis c'est dans la sous-région, où on peut investir. Et voilà, ça, des taux, avant c'était à 600, le market size, c'est-à-dire la size du portefeuille, était autour de 690 millions. Maintenant, on a plus de 6 billions. Donc, c'est de très grandes compagnies comme Total, la CIE, la Bank of Africa. C'est de très grandes compagnies qui sont cotées. Et donc, vous pouvez être investisseur dans ces compagnies-là en mettant votre argent à la bourse. Sûres, tu peux dire. Exactement, sûr. Et c'est ce terme-là aussi que je n'aime pas utiliser parce que de la même manière... Non, moi, je suis très, c'est-à-dire très pragmatique. C'est pour ça que je ne veux pas être coach. Je vais venir te voir, j'ai dit, ton argent peut diminuer, ça peut augmenter. On dit, mais toi, là, je suis vraiment... Et c'est ça aussi qui est très important, surtout avec un coach financier. C'est quelqu'un qui va être honnête. Parce que la plupart du temps, les gens vont te dire, oui, ton argent peut grandir à 5-10%. Ils ne vont jamais te dire que ça peut baisser au même 5-10% en fonction des années. Donc, il faut être vraiment, toi-même faire tes recherches ou bien trouver quelqu'un d'honnête et de transparent qui va vous dire la vérité. Donc, une fois que maintenant, vous décidez sur quel stock investir et tout, à travers des agences, maintenant, c'est à vous maintenant de décider si vous voulez le faire ou pas. Donc voilà, quelques petits conseils. Merci beaucoup pour ces clés. Vous avez appris quelque chose? Bien sûr, j'ai appris. Écoutez, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on aime apprendre et on apprend toujours. On apprend toujours. Merci beaucoup Alain Anzara d'avoir été parmi nous. On a beaucoup appris de vous également. Et puis vous, surtout, restez avec nous. On revient dans quelques instants après une courte page de pub avec le Miroir 2 et on va parler de la reine du chips à Abidjan. À tout de suite. Retour sur le plateau des Femmes d'ici, mesdames et messieurs. Si vous venez de nous prendre en cours, nous sommes dans la troisième partie de cette émission et nous allons maintenant accueillir une invitée qui n'est pas connue sur Internet, mais qui déjà dans la ville, quoi, n'est-ce pas, Nana? Exactement ça, Kadi. Les connaisseurs la connaissent. Et surtout si vous êtes un peu des grands fans, ou disons des grands fans de chips, vous savez, les chips de banane, là, eh ben, vous allez apprécier ce portrait de Maïmouna Zou. Super Chips chez Maï. Dans la commune de Cocody, Maïmouna Zou a installé sa base de fabrication de l'incontournable chips ivoirien, les tranches de bananes frites. 25 ans maintenant qu'elle transforme et commercialise ce snack. Cette mère de 5 enfants débute son activité avec moins de 5 000 francs CFA. Avant, là, je faisais gâteau. Gâteau au coco, gâteau au lait. J'ai vu... Moi, avant de faire chips, j'ai vu une dame qui faisait les chips. Et je l'ai approchée, j'ai regardé comment elle faisait les chips. Et un jour, je suis partie chercher banane au marché, banane 1500. Je suis venue, j'ai essayé. Quand j'ai essayé, ça a marché. Et comme ça a commencé. Avant, je payais banane 1500, 1000 francs pour venir griller toute la journée. Mais un peu, ça sortait un peu. J'attachais 50, 100 francs. À la tête d'un commerce employant 5 personnes, Maïmouna est fière du parcours de sa petite entreprise, marquée par des débuts tumultueux. Moi, le jour où je faisais ce chips, je ne pensais pas que j'allais arriver là où je suis actuellement. Donc, j'encourage les femmes de se lever pour faire quelque chose. Les difficultés que j'ai rencontrées, premièrement, c'était à propos du place. Il n'y avait pas de place, je m'asseyais au bord de la route, la mairie me fatiguait. Un jour, ils sont venus, ils ont ramassé tous mes bagages de quitter. Mais je ne me suis pas découragée, je me suis déplacée. Déplacée jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu place. À mon nom, je suis assise. Les super chips de Maï dépassent les frontières ivoiriennes. Au Sénégal, en France, au Burkina Faso et au Canada, ces produits sont prisés par des milliers de consommateurs qui ignorent son existence. La cause? Arrivé là-bas, ils renversent, ils font leur emballage, ils mettent les noms, tout, pour revendre comme ils veulent. En France aussi, c'est la même chose.
Et il met les étiquettes, les noms, les numéros, tout dessus. Les chips viennent d'ici. Maïmouna est optimiste quant à la trajectoire de son commerce, malgré la flambée de concurrents dans cette commune. Ce que je ressens aujourd'hui, je suis contente. Parce qu'à Cocody, ici, était la seule qui faisait chips. Actuellement, on est beaucoup. Mais avec tout ça là, mes clients sont fidèles, ils viennent. Ça me plaît beaucoup. Et c'est que je fais de bonnes choses. Donc, je dis à les femmes, ceux qui grillent chips, de ne pas se décourager. Où on est quitté, c'est loin. Et où on est arrivé aujourd'hui, on dit grâce à bon Dieu. Oh, Maï, je suis très contente. Alors, j'avoue que je ne connaissais pas les super chips, mais maintenant, là, j'ai découvert... Maintenant, on connaît. Maintenant, là, on connaît. Alors, ce que j'ai vu dans le reportage, c'est une femme qui est brave, c'est une femme qui vient de loin, c'est une femme qui sait où elle va. Félicitations à vous. Et je vois que vous êtes venus les bras chargés. Alors, vous êtes différents sortes de chips, c'est ça? Vous avez tout amené en plus. Alors, vous avez pris banane jaune, banane rouge... Ça, c'est pour nous, merci beaucoup. Il y a patates, il y a patates et il y a pommes de terre. D'accord. Ça, c'est un acade. Alors, vous avez dit que vous avez commencé par acheter une banane, vous avez commencé à griller, c'est ça? Oui. Et après, ça c'est devenu grand. Oui. Maintenant, est-ce que c'est à cause de la concurrence que vous avez voulu maintenant diversifier? Parce qu'on sait que les chips, généralement, c'est que de la banane. Mais vous faites d'autres choses à côté. C'est à cause de la concurrence? Non. C'est les clients qui voyagent avec les chips. Quand ils viennent, d'autres demandent, vous n'avez pas d'arachide. D'autres demandent, il n'y a pas de gâteau. D'autres même demandent en acade. D'autres demandent, j'aime. Donc, j'ai essayé de voir. Pourquoi pas faire aussi pour ajouter ici mes chips? Parce que si les clients viennent, on va trouver tout avec moi. C'est ça. Bien. Alors, on vous a entendu dire dans votre portrait qu'à l'étranger, les gens consomment vos chips, mais ils ne savent pas que c'est vous parce qu'il y a des revendeurs qui mettent des étiquettes, tout ça. Alors ça, c'est un problème quelque part pour vous, non? Parce que vous aimeriez bien que votre produit soit connu à l'étranger? Ça me plaît, puisque ici... Là-bas, je n'arrive pas à envoyer. D'autres viennent. La distribution qui est difficile. Donc, quand ils viennent prendre pour aller revendre, ça m'apporte beaucoup, mais... C'est la même chose, parce que vous avez quand même rentré l'argent. D'accord. OK. Dans le reportage, on a vu aussi que vous employez maintenant 5 personnes. Vous êtes passé à des sacs de bananes, je crois, à 5 ou 6 en moyenne par jour. Et donc, est-ce que maintenant, vous essayez de voir comment est-ce que vous pouvez peut-être travailler un peu plus vite, faire un peu plus, peut-être avoir des machines pour vous aider, parce qu'on a vu que c'est quand même très manuel. Est-ce que vous pensez à d'autres outils pour aller plus vite, faire encore plus, et puis peut-être faire 30, 40 sacs de bananes par jour? Si, je pense à ça, mais les chips, on ne peut pas les conserver trop. Il faut que ce que tu fais, que ça sort vite. Ce que tu as pu faire par jour, si c'est fini, le lendemain, tu viens faire. Ça attire la clientèle, puisque toujours c'est frais. C'est ça que ça attire la clientèle. Si tu as une grande machine que tu fais produire beaucoup, que ça ne sort pas beaucoup, ça reste, c'est pas joli. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille ouvrir aussi d'autres succursales? C'est-à-dire ceux qui ne sont pas à Cocody, par exemple, qui ont envie de manger, est-ce qu'on ne peut pas ouvrir un super chips à Marcory, à Trècheville et tout ça pour être un peu... Partout. Partout, quoi. Petit Maï. Si, j'ai pensé à ça, mais les chips, pour faire les chips, c'est pas facile. D'accord. Pour avoir les filles pour travailler, c'est pas facile aussi. Il faut que toi-même, tu es là, il fasse devant toi. Tu vois si c'est bon, si c'est pas bon, si c'est propre, c'est pas propre. Non, mais je ne pourrais pas gérer tout. Je suis là. Mais les gens viennent de Marcory, pour moi, c'est Trècheville qui viennent payer les chips. Moi, j'ai une question. Pourquoi c'est vos chips que les gens viennent goûter? Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? C'est quoi la différence? C'est chips partout, non? Non, il n'y a rien dedans. Les chips sont
Mes chips ne sont pas gras. Ah, c'est moins gras. C'est pas gras, c'est bien fait, c'est bien consommé. Tu peux garder mes chips comme ça jusqu'à 1 mois. On peut manger, rien dessus. Donc, moi, j'ai une dernière. La manière de faire. C'est ça, c'est la méthode. Quand est-ce qu'on vous verra dans les supermarchés? Moi, j'aime vraiment voir nos produits locaux dans les casinos, à Cash Center. Donc, quelle est la prochaine étape? Quand est-ce qu'on vous verra vos super chips dans tous les supermarchés ivoiriens? C'est en Côte d'Ivoire, mes chips ne sont pas au supermarché. Sinon, au Sénégal, la dame qui vient prendre chez moi pour vendre au Sénégal, elle a des emballages qu'elle dépose. Elle-même m'a dit qu'elle dépose dans les supermarchés, dans les casinos. C'est là-bas qu'elle vend ses chips. D'accord. Mais c'est en Côte d'Ivoire ici. Pas encore. Bon, ça va venir, on vous le souhaite. Exactement. Alors, on a un petit... Alors, je vous explique. On a quelque chose qu'on appelle ici le tac au tac. Tac au tac, c'est juste des questions que je vais vous poser et vous allez répondre rapidement. Genre, tu veux ça ou bien tu veux ça? Vous dites l'un ou l'autre. Vous dites l'un ou l'autre. Ça va? Vous comprenez? Je prends un exemple. Hein? Wara wara au taxi compteur. Oh. D'accord, ok. Je vais à Cocody tout le temps dans haut. D'accord. Donc, on va commencer maintenant. Donc, il faut dire rapidement. C'est bon? Je sais que ça sera... Mais ne vous inquiétez pas, c'est juste pour déconner, donc ne vous inquiétez pas. D'accord? Donc, riz ou foutou? Foutou. Kabato, Plakali? Kabato. DJ Mix ou des Bordeaux? Des Bordeaux. Petit maïs! Aloko ou Claclo? Aloko. Garba ou Abojama? Abojama. Super. Chips banane ou chips Aloko? Chips banane. Chips banane. Merci, Toti Maï. T'as vu, c'était tout facile. Merci. Donc, c'est quand est-ce qu'on commande? Les chips, là, c'est pour nous que vous avez envoyé? Oui, c'est pour nous. En tout cas, on ne va pas vous laisser partir avec. Moi, j'ai mes yeux dessus, là. Je pense qu'à la régie, vous nous demandez, ils vont être très contents de pouvoir les avoir, en tout cas. Merci encore à vous. Merci beaucoup. Aujourd'hui, là, c'est quoi votre plus grande vœu? Qu'est-ce que vous souhaitez avec ce que vous êtes en train de faire? Actuellement, ce que je veux faire avec mes chips, je veux emporter mes chips à l'extérieur pour pouvoir mieux les vendre. Ça va me faire beaucoup plaisir. Et puis vous faire votre propre chiffre d'affaires. Mes propres étiquettes pour coller dessus, super chips, pour vendre partout. D'accord. On appelle les personnes qui sont intéressées à s'associer à Maïmouna Zou. Merci encore à vous. Merci beaucoup, Maïmouna, d'avoir été en notre compagnie. Mesdames et messieurs, vous ne bougez pas, l'émission continue tout juste après la pub. Retour sur le plateau des femmes d'ici, mesdames et messieurs, nous sommes dans notre laboratoire. On continue de parler nourriture parce qu'on aime manger, bien entendu. Dans la rubrique « À vos tabliers ». Ça, tu es sorti de... Bon, je vais produire le poisson. Je vais tracer. Ça fait 4. Bon, je prends ça chez les grossistes. Bon, je n'ai pas appris en tout cas. Et ma maman faisait ça. Pour faire ça beaucoup plus. Nous sommes arrivés. Souvent ça va, souvent pas trop ça. Mais avec Dieu, ça ira. Je me nomme Kwame Amina Raissa Nadia. Je suis une vendeuse de poissons à la rue Procès. Poisson, il y a pour 1500, il y a pour 2000, il y a pour 3000, il y a pour 3500, il y a pour 4000, il y a pour 5000. Pourquoi? Ils disent que c'est bien fait. Il n'y a rien à dire. Je sors à 8h. Et à minuit, je suis là. Pas manger les carottes et les petits pour broyer les poissons. Maintenant, moutarde et puis mayonnaise. Ceux qui ne veulent pas manger du mayonnaise, utiliser la moutarde. Ceux qui veulent utiliser mayonnaise aussi, les deux.
La femme là m'a tuée. Moi, vraiment, regarder des reportages comme ça, ça me donne vraiment tout le temps l'eau à la bouche. Et puis sans manger. On n'a pas mangé encore parce qu'on est là. Vraiment, c'est pas facile. Sans manger. Qui fait du poisson braisé? Qui sait faire du poisson braisé? Moi, j'adore le poisson braisé. Tu fais à la maison? Vous savez, je suis pas très grande cordon bleu, mais... Ah oui, moi, je fais le poisson braisé, poulet braisé, tout ce qui est... Il faut pas juste faire. Il faut partager, justement. Envoyer d'accord, il y a pas de poisson ou poulet braisé? Moi, je suis poisson. Ou moi, je suis poulet. Mais je vous disais plutôt, j'adore le APF. C'est un genre... Je ne sais pas si c'est fumé ou bien si c'est braisé. C'est fumé, mais après, on les voit toujours sur la grille. Le APF, le poisson, à la base, il est frais. On le fait fumer. Oui. C'est comme ça. C'est-à-dire que tu peux aller au marché, tu achètes le poisson fumé, tu viens, tu le mets en sauce. Voilà. Maintenant, pour le réchauffer, comme on le fait quand tu vas acheter, on le met sur la braise. C'est trop bon, c'est doux. Et puis, elle le met dans le papier à lui. Moi, j'adore le APF. Mais ça, je le fais pas. C'est-à-dire, il y a certaines choses, il faut payer. Quand tu payes, là, c'est ça. C'est ce que tu manges dans la rue. Ouais, c'est plus j'en fais quand même à la maison, mais pour les sauces. Toi, tu fais tout. Moi, je suis du là-haut. Il va qu'on voyage. Assez parlé nourriture. Comme vous le savez, comme j'aime le dire, on doit faire des quiz, c'est important les quiz. Oui, on est venu encore. Et aujourd'hui, comme le thème du jour, c'était les coachs de vie, donc on a parlé un petit peu de bien-être, un petit peu du moins. Alors du coup, je me suis dit que j'allais vous tester un peu sur vos connaissances sur le bien-être. Ok. Alors on y va. Vous êtes prêtes? Yes. Plus ou moins. Oui. Et comme d'habitude, essayez aussi chez vous de répondre aux questions. Alors, première question. Après un exercice physique, le poids perdu correspond à de la graisse, de l'eau, du muscle? De l'eau. De l'eau. De l'eau. Très bonne réponse. Alors, il faut juste savoir que ce qu'il se passe, c'est que l'énergie associée à la contraction musculaire et à la consommation des nutriments produit de la chaleur et augmente la température du corps. Et donc, c'est de la sueur. Ouais. Alors, après, évidemment, plus on fait du sport, plus on brûle des calories. Et les calories permettent de brûler de la graisse et donc du perdre de la graisse. Ça commence bien. Ça commence bien. Parmi ces maladies, laquelle est liée à l'obésité? Le sida, la grippe ou le diabète? Le diabète, bien sûr. C'est une évidence. Oui. Parfois, je pose des questions très rapides. C'est trop simple même. Pour une fois, oui, c'est simple. Ah, c'est ça aussi. C'est les Tourés, hein. C'est les Tourés, hein. C'est vrai. Faut pas oublier. C'est la team des Tourés. Alors, l'obésité, vous le savez, prédispose à certaines maladies chroniques, telles que l'hypertension, des maladies cardiovasculaires, des cancers, et donc le diabète. Troisième question. Les perturbateurs endocriniens, dont on parle de plus en plus depuis quelques années, sont des vitamines, des substances naturelles ou artificielles agissant sur les systèmes hormonaux ou des molécules qui ont des effets positifs sur nos fonctions biologiques. C'est le C. Non? Touré, on t'écoute, faut pas aller. C'est C, parce qu'après on parle de tout ce qui est... Bien sûr. Je sais pas, je pense que c'est... Et toi? La première réponse? Ouais. Alors donc, toi tu penses que c'est des vitamines... Donc vous pensez que c'est positif, les perturbateurs endocriniens? Non. Bah si, parce que tu as dit des molécules qui ont des effets positifs sur... C'est le B. Mais attends, reprends encore, parce que j'ai pas bien compris. Donc soit des vitamines, soit des substances naturelles ou artificielles qui agissent sur les systèmes hormonaux, soit des molécules qui ont des effets positifs. Alors ça n'a pas d'effet positif, en général, c'est plutôt... c'est des perturbateurs. Et sur les systèmes, donc c'est plus par rapport aux hormones. Et d'ailleurs, ça peut parfois être responsable, causer l'infertilité chez les femmes et chez les hommes d'ailleurs, je crois. Quatrième question, de quelle origine est l'Ayurveda, ou connaissance de la vie, qui est une science millénaire et le système de soins le plus ancien du monde? Thaïlande, Laos ou Inde? Thaïlande. Oui, c'est vrai, ils font beaucoup. Je connais l'Ayurveda. Thaïlande ou Inde, c'est entre les deux. On ne peut pas dire 2 sur 3 et dire ça entre les deux. Thaïlande, Inde. Non. Elle dit Thaïlande, Inde. C'est l'Inde. L'Inde. Mais bon, t'étais pas loin. Ouais, t'étais vraiment pas loin. C'est tout ce qui est sorti déjà. Alors, quelle est la nationalité de Joseph Pilate, l'inventeur de la méthode de fitness du même nom, Pilate? Française, allemande ou suisse? Peut-être suisse, c'est pas... J'avoue, moi, je savais pas aussi quand j'ai posé la question. Mais je sais que c'est très populaire aux États-Unis. Mais après, d'où il vient... Oui, à la rigueur, c'est pas important, mais en tout cas, juste pour la petite information, il est allemand. Allemand, oui. C'est seulement qui crée les choses. Très rigoureux. Alors ça, c'est pour les idées reçues, je pense. C'est pour ça que j'ai tenu à poser les questions qui vont suivre. Faire du sport pendant sa pause déjeuner, cela épuise, redonne de l'énergie ou déconcentre? Ça déconcentre. Non, ça redonne de l'énergie. Je savais qu'elle allait dire ça. Ça redonne de l'énergie. Attends, je savais qu'elle allait dire ça. Pendant ta pause déjeuner,
Non, ça te redonne de l'énergie parce que moi, à la pause déjeuner, je suis toujours fatiguée, surtout après avoir mangé. Donc ça te rebooste un peu. Moi, je fais pas de sport, mais vraiment, je pense que ça te redonne de l'énergie. Ça revient même à tout moment de la journée, le sport te redonne de l'énergie. Il y a des personnes qui prennent sur leur pause déjeuner pour aller nager, courir. Bon, moi, c'est pas dans mes habitudes, mais c'est quelque chose qui te redonne de l'énergie. Bon, après, je fais pas, mais ça redonne de l'énergie. Alors ça, c'est pour prendre soin de soi au boulot. On en parlait tout à l'heure quand on parlait de coach de vie. Pour bien s'asseoir à son bureau, il faut croiser les jambes, comme ça, se mettre tout le temps sur le bord de sa chaise ou poser les pieds à plat sur le sol, à votre avis? C'est une question de posture, donc je pense qu'il faut soit poser les pieds ou être sur le... poser les pieds à plat, redresser son dos. Lever la tête. Bon, toi, la question s'est posée. Alors, c'est ça. Alors, vous aurez remarqué que souvent dans l'avion, on vous dit que, comme justement, il y a beaucoup de pressurisation et qu'on est facilement un peu crispé, il faut poser les pieds à plat sur le sol et puis faire comme ça un petit peu, juste pour permettre un peu la circulation du sang. Mais poser les pieds à plat plutôt que les croiser parce que, justement, ça bloque la circulation. Alors, idéalement, vous devez toujours regarder votre écran d'ordinateur en levant les yeux, en baissant les yeux ou en les gardant dans l'axe horizontal. L'axe horizontal. Parce qu'après, tu fais de la pression pas nécessaire sur ton cou. Moi, j'avais tout le temps mal au cou, justement à cause de ça, parce que j'avais tendance à regarder bas. Et vraiment, on m'a dit de fixer ma posture. C'est exactement ça. Et c'est assez cohérent. C'est-à-dire que si tu regardes trop en l'air, tu vas te faire mal au cervical. Et inversement, quand on regarde trop en bas. Et donc, du coup, il faut faire attention et essayer de placer son écran d'ordinateur de manière assez, tout simplement, sur le même axe. Voilà. C'est chic aujourd'hui. C'était pas mal. Pas mal. Donc, essayez de mettre en place ces petites astuces pour prendre soin de vous au travail. On a compris. Et vous, chers téléspectateurs, est-ce que vous avez trouvé certaines réponses? Dites la vérité. Vous allez nous dire la vérité demain. On se retrouve demain. C'était un plaisir d'être en votre compagnie demain sur NCI, même heure. À bientôt. Bye.